Oui, merci, Monsieur le Président. Je vais donc, après cette présentation d'Alain, que je remercie de sa collaboration pendant tous ces mois, je vais faire un petit focus sur notre déplacement au Bangladesh, euh, qui est en fait pour montrer de quelle manière aussi, et je crois que j'ai une pensée pour Marielle quand je dis ça, à la cohérence des travaux de la Commission. Je ne vais pas paraphraser ce qu'il y a dans le rapport, mais je remettrai, en ce qui concerne le sujet de notre rapport, je remettrai 4 points en perspective dans ce que nous avons vu au Bangladesh. D'abord, ce qu'on appelle la diplomatie du faible. Après, je ferai un petit focus sur ce ministère que nous avons découvert, qui est un gros ministère au Bangladesh, qui est le ministère des catastrophes naturelles. Je ferai quelques réflexions sur les déplacés, puisque nous avons vu des choses qui étaient extrêmement de terrain sur ce qu'on appelle sur les déplacés climatiques. Et puis, je ferai une remarque technique, parce que c'est un peu mes domaines, sur l'eau, sur la gestion de l'eau. Voilà, au préalable, je voudrais revenir sur 3 points, parce qu'à l'occasion de ce voyage au Bangladesh, dans le cadre de notre rapport, nous avons évidemment été attentifs aux autres domaines qui intéressent la Commission. Nous avons tenu à revenir 2 ans après nos collègues et la délégation de Jean-François et de Bertrand, je crois, à Cox's Bazar sur les lieux qui nous ont beaucoup marqués aussi. Et pour faire une espèce de visite de rappel, j'avais contacté Jean-François juste avant pour qu'il m'alerte sur les points que lui voulait voir. Nous avons retenu un peu de positif par rapport à ça, c'est que manifestement l'incommunicabilité qu'il y avait lors de la visite de Jean-François et de ses collègues et de nos collègues entre les ONG et la gestion administrative bangladaise du camp allait mieux. C'est-à-dire que nous avons été reçus dans le centre de Cox's Bazar avec l'ensemble des partenaires. Nous avons également repéré qu'il y avait des constructions dans le camp. C'est-à-dire que nous avons le camp a été un camp sauvage, construit un peu de briques de broc. Et quand nous sommes arrivés, ces efforts de l'administration et des ONG provoquaient que nous avons visité une partie d'un camp en construction qui était beaucoup plus intéressante. Il y avait de l'agriculture de subsistance qui se développait. Il y avait quelques projets qui nous montraient que dans cette immense marée de misère, il y avait des projets qui avançaient. Mais évidemment, le problème politique reste entier par la reconnaissance administrative de l'État du Bangladesh pour les statuts de ces réfugiés. Il y a un projet absolument surréaliste et qui a démarré, je me suis renseigné, il a démarré physiquement en décembre 2020, de transfert de ces réfugiés sur une île déserte au milieu du golfe du Bengale. Donc là, nous commençons à toucher nos sujets puisque déjà, Cox's Bazar n'est pas protégé par l'administration bangladaise au même titre que les autres régions par les systèmes d'alerte, mais si on met des réfugiés au milieu d'une île, ça sera encore plus dur. Voilà, un petit point donc sur cette visite que nous avons fait dans ce camp de réfugiés qui est un des plus grands du monde, je vous le rappelle. Et puis aussi en marge de notre mission, vous savez que je suis rapporteur de la diplomatie d'influence, donc j'en ai profité également pour aller voir l'école. Nous avons une école française à Dakar et une alliance française. Voilà, donc ce sont les difficultés qu'il y avait là-bas étaient des difficultés liées à tout ce genre de travail dans ce genre de pays, qui est l'ancrage local. Hein. Une alliance française doit être une structure locale. J'ai découvert encore une autre manière d'avoir des problèmes pour être alliance française dans un pays où c'est compliqué d'être association. Et la même chose du côté de l'école. Ils sont encore en vie après le Covid. L'école est passée de 120 élèves à 60. Ils commencent à revoir des retours à 80. Et l'Alliance française va peut-être réouvrir ses portes en février et continuer à travailler à distance.
J'en viens maintenant aux quatre points que je voulais mettre en perspective qui concernent notre rapport directement. La diplomatie du faible. Donc, le Bangladesh est un des exemples, avec les Fidji, de ce qu'on appelle dans le domaine de la diplomatie climatique la diplomatie du faible, qui est à dire de participer en partenaire actif des diplomaties mondiales, pas parce qu'on est costaud, pas parce qu'on est un des puissants, mais justement parce qu'on est un des plus affectés. Et c'est une diplomatie qui a des résultats. C'est-à-dire, par exemple, le Bangladesh, nous l'avons vérifié dans 2 institutions que nous sommes allés visiter et que nous avons rencontrées, le Centre de dialogue politique et le Bureau international de prévention et de sécurité, qui est tenu par un général. Nous avons remarqué qu'il y a énormément, par rapport à la taille du pays, d'institutions internationales ou multilatérales sur place avec des cadres extrêmement compétents et des cadres qui portent, qui restent sur place et qui portent quelque part l'organisation de leur pays. J'avais moi-même rencontré à Varsovie la ministre des Affaires étrangères du Bangladesh pendant la COP24 qui représentait et qui était intégrée à un certain nombre de panels importants. Nous avons fait une visite au ministre des catastrophes naturelles. C'est un ministère important au Bangladesh. C'est un ministère qui existe depuis longtemps et qui est, par exemple, le ministre était en retard parce que c'est son ministère, il y avait un incendie dans un hôpital et c'est son ministère qui s'en occupe. C'est un espèce d'énorme ministère de la sécurité civile qui a des secrétariats d'État en dessous de lui et qui fait un travail qui, moi, un travail de stratégie, un travail de précision qui m'a impressionné. On nous a présenté, par exemple, une étude depuis le premier typhon en 71, où ils comptent à chaque typhon combien il y a de morts. Et c'est un indicateur pour eux. Et ils sont passés de plusieurs milliers de morts en 1971 à quasiment aucun mort dans les derniers typhons de ces dernières années. Et c'est un indicateur qu'ils présentent, qu'ils revendiquent, sur lequel ils travaillent. C'est assez impressionnant de voir comment un sujet qui pour nous est un sujet d'urgence, un sujet, voilà, est là-bas un sujet de travail permanent dans un grand ministère. Voilà. Alors, les 2 grosses actions aussi qui nous ont les plus impressionnés, c'est les refuges. Ils ont créé un système de refuge à l'abri des typhons, donc ce n'est pas très compliqué puisque le pays est à 5 mètres de hauteur à 5 mètres d'altitude sur 80% de sa surface. On a créé des refuges en cas d'inondation et en cas de typhon qui sont solides et qui permettent à un village de s'abriter et d'attendre que ça passe à l'abri, avec des systèmes d'alarme, un système d'alarme où la France aussi est en tête, qui est un des exemples de la diplomatie française, c'est le système d'alarme CRIU, c'est-à-dire qu'il fallait apporter à ces pays de la technique et de la formation pour prévoir les phénomènes météorologiques. Tout cela est en place et tout cela, manifestement, marche relativement bien. Je voudrais aussi faire un focus par rapport à notre visite au Bangladesh sur les déplacés. On n'a pas assez insisté peut-être, mais les déplacés du climat sont avant tout des déplacés intérieurs. Ils sont des déplacés d'abord avant tout intérieurs. Je rappelle quand même que le Bangladesh, c'est 80% de la surface qui est à 5 mètres d'altitude maximum, qu'il est, il est irrigué par 2 énormes fleuves, le Gange qui change de nom, qui s'appelle le Padma, et le Brahmapoutre de l'autre côté, donc l'un qui vient d'Inde, l'autre qui vient de Chine, et qui sont pollués à l'entrée sur le pays, et qui sont, où il y a des tensions puisqu'ils sont en aval. Et puis, nous sommes également au pied d'une des calottes glaciaires du monde qui est en train de fondre. Donc, on a une convergence de risques climatiques. Le golfe du Bengale est un attrape-typhon qui vont tous finir, dès qu'il y a un typhon dans le golfe du Bengale, à un moment, il finira sur le territoire du Bangladesh. Donc, ces réfugiés, encore une fois, sont avant tout internes. Et ça ne crée pas de conflit au sens international du terme, mais ça crée des tensions, ça crée du déséquilibre. Je m'étais fait cette réflexion que
on a un déplacement qui n'est pas un déplacement de rééquilibrage, au sens où on l'entend parfois, il y a des régions plus riches qui attirent des régions moins riches. On a un déplacement qui est un déplacement dans l'urgence et qui est un déplacement qui aggrave les déséquilibres. Je suis allé visiter la station des eaux de Dakar. J'ai dû donc traverser tous les bidonvilles, les kilomètres de bidonvilles, et on sent bien qu'il y a dans ce déplacement interne les fruits non pas d'un conflit international, mais d'une faillite de l'État ou de conflits terribles internes. Voilà, c'est un cas qu'on avait aussi relevé pendant nos auditions au Vietnam, où on a une montée des eaux de la mer et qui fait qu'il y a un déplacement sur les territoires un peu plus élevés qui provoque le même genre de problème. Donc, par rapport à cette notion, la réflexion que je me fais, c'est que il vaut peut-être mieux parler de déplacer, travailler sur la contrainte. Est-ce que je suis déplacé contraint ou déplacé qui décide de partir? Et je crois que cette notion de déplacé est plus intéressante que la notion de réfugié ou la volonté de l'intégrer à la Convention de Genève, parce que la grosse différence aussi que nous avons, c'est qu'il n'y a pas de conflit d'État sur le sort de ces réfugiés. C'est-à-dire qu'on a parlé de la diplomatie du faible, nous sommes dans une organisation qui est une organisation relativement cohérente au niveau international. Et je crois qu'il faut mieux travailler. Le travail que pourrait faire la France, par exemple, nous l'avons mis dans nos remarques, sur la plateforme des déplacés est, à mon avis, beaucoup plus intéressante que d'essayer d'abord de créer un statut qui soit finalement peu intéressant, puisque la majorité de ces déplacements sont internes. Pour le Bangladesh, c'est 4 millions aujourd'hui, et on pense que ça peut être jusqu'à 15 millions en 2030 de déplacés internes. Voilà, une petite remarque également qui m'a frappé au Bangladesh, c'est quelque chose sur la gestion des eaux dont on parle peu. Je fais un signal à Jean-François Mbaye, c'est le fait que l'industrie de la gestion des eaux de surface, c'est-à-dire, j'ai vu une station d'épuration énorme, mais qui n'arrivait pas, dont on me dit qu'elle couvre à peu près un peu moins de la moitié des besoins. Mais le problème, c'est que ça provoque que dans la ville qui est mal alimentée ou sous-alimentée, en plus avec des tuyaux de distribution qui ne marchent mal, eh bien, on va chercher de l'eau dans la nappe, alors qu'on a de l'eau de surface. Et du coup, on fait remonter de l'eau de la nappe qui devient de l'eau polluée très rapidement. Et donc, non seulement on assèche les nappes, on a l'impression d'arriver dans un pays, on est passé, nous, en hiver, qui n'était pas asséché, qui était un pays plutôt humide, mais le problème est qu'on salit de plus en plus d'eau qui apparemment est toujours là, les fleuves sont là, etc. Donc, je crois qu'il y a une problématique de l'eau qui est une problématique qu'il ne faut pas uniquement poser en termes de ressources naturelles, mais qu'il faut poser aussi en termes d'industrie du traitement d'eau pour essayer, avant d'aller chercher les eaux de profondeur, de bien traiter le recyclage des eaux de surface. Voilà, ça peut être aussi un enjeu industriel pour la diplomatie de la France, puisque nous ne sommes pas les plus mauvais dans ce genre de domaine. Voilà. Enfin, je voudrais remercier évidemment Alizé, qui a eu parfois du mal à nous suivre et à nous, voilà, mais qui s'est toujours adapté avec un grand professionnalisme. Remercier Alain aussi, parce que c'était très agréable de travailler avec toi, je le reconnais. Et puis, vous l'avez vu dans le rapport, j'ai associé à cette expérience un groupe de citoyens à qui j'ai demandé s'ils étaient d'accord pour consacrer un samedi sur deux, un samedi matin sur deux pendant quelques mois, avec une professionnelle qui les a aidés à travailler et qui ont travaillé sur le sujet. Alors évidemment, c'était avant le Covid, dans la préhistoire, mais j'ai joint, je crois que cette expérience a été intéressante à deux sujets, sur deux côtés. D'abord, la manière dont ils ont abordé le problème était très intéressante. Eux ont travaillé beaucoup sur les changements climatiques peuvent être source de conflits, mais les changements climatiques peuvent être aussi source de collaboration. Et c'est dans cette dialectique qu'ils ont travaillé. Je crois qu'ils ont fait un très bon travail, très engagé. Et puis la deuxième chose, je crois que cette expérience, j'ai été surpris de la qualité de leurs réponses et de leur engagement.
alors que je fais ça assez souvent. Et je crois que ça pourrait être une réponse aux questions qui ont été posées ce matin sur comment notre commission pourrait être de plus en plus visible à l'extérieur. Je crois que c'est d'associer la citoyenneté et les citoyens aux travaux que nous faisons. Je vous remercie et vos questions. Oui, merci. Merci, monsieur le député. C'est vraiment, ces deux rapports sont absolument passionnants. Ils décrivent une situation très alarmante dans leurs différentes manifestations, avec ce point d'application particulier au Bangladesh. Je crois que chacun vraiment doit réfléchir à cette affaire-là. C'est un rapport très important dont on verra effectivement comment lui donner un peu de relief médiatique, car il le mérite. Maintenant, j'ai un certain nombre d'orateurs, de demandes de prise de parole. D'abord, Buontan.